Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure et qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille, noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser, seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais voilà, il n'y a rien à faire, elle s'appelle Antigone, et il faudra bien qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que le rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme. De nous tous, qui sommes là bien tranquilles à la regarder. De nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui perd la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, parce qu'Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il est allé trouver Antigone, qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, les bras entourant ses genoux, et lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement, ses yeux graves sur lui, et elle lui a dit oui, avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse, Ismène riait aux éclats au milieu des autres garçons, et voilà, maintenant, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il n'y aurait jamais de mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme aux cheveux blancs qui médite près de son page, c'est Créon, c'est le roi. Il a des rides, il est fatigué, il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Œdipe, lorsqu'il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Et puis Œdipe et ses deux fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé les manches, et il a pris leur place. Parfois, le soir, il est fatigué. Il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si ce n'est pas un office sordide qui devrait être laissé à d'autres, plus frustes. Et puis au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre, et il se lève tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. Créon est marié. Sa femme Eurydice est bonne, digne, aimante. Elle ne lui est d'aucun secours. Créon est seul, seul avec son petit page, qui est trop petit et qui ne peut rien pour lui non plus. Ce garçon pâle là-bas, qui médite adossé au mur, rêvant, solitaire, c'est le messager. C'est lui qui va annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder, ni de se mêler aux autres. Il sait déjà. Enfin, ces trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leurs casquettes vissées sur la tête, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront les accusés tout à l'heure le plus tranquillement du monde. Ils sentent l'ail, le cuir, le vin rouge et sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice. Pour le moment, et jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes dûment mandaté
leur ordonne de le faire arrêter à son tour. Ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Voilà, maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence lorsque les deux fils d'Œdipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes 1 an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués, Éthéocle l'aîné, au terme de sa première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Maintenant la ville est sauvée, les 2 frères ennemis sont morts, et Créon, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon fils, il serait fait d'imposantes funérailles, tandis que Polynice, le voyou, le vaurien, le révolté, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des vautours et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. D'où viens-tu? De me promener, nourrice. C'était beau. Tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte en dormant et je ne te trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Tu es sortie. J'étais à la porte du fond. Tu l'avais laissé entrebâillé. Dans les champs, c'était tout mouillé. Et cela attendait. Tout attendait. J'étais gênée, parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales. Et je me suis glissée dans la campagne, sans qu'elle s'en aperçoive. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me recoucherai pas ce matin. À 4 heures. Il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans. Tu crois que si on se levait tous les matins comme cela, ce serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors? La nuit, c'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu as été te promener? Menteuse. D'où viens-tu? C'est vrai. C'était encore la nuit. Et j'étais la seule dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour la première aujourd'hui. Fais la folle, je la connais, la chanson. J'étais fille avant toi, et pas commode non plus. Mais dure tête comme toi, ça non. D'où viens-tu, mauvaise? Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein? Dis non, peut-être. Oui. J'avais un rendez-vous. Tu as un amoureux? Oui, nourrice. Oui, le pauvre. J'ai un amoureux. Oh, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi. Oh, donnez-vous du mal. Donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi. À t'attifer devant la glace, à te mettre du rouge à lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, oh mon Dieu, cette pauvre petite, elle n'est pas assez coquette. Toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons ne verront qui se mène avec ses bouclettes et ses rubans, et ils me la laisseront sur leurs bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme sa sœur. Et pire encore, hypocrite. Qui est-ce? Un voyou, hein? Un garçon que tu peux pas dire à ta famille. C'est lui que j'aime, je veux l'épouser. C'est ça, hein? C'est ça? Réponds donc, fanfaronne. Oui, nourrice. Elle me dit oui, miséricorde. Je l'ai eu toute gamine. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferais une honnête fille, et voilà. Ça ne va pas se passer comme ça, ma petite, hein. Je ne suis que ta nourrice, et tu me traites comme une vieille bête? Bon. Mais ton oncle Créon le sera. Je te promets. Oui, nourrice. Mon oncle Créon saura. Laisse-moi maintenant. Et tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit. Et bon, et ton fiancé, car elle est fiancée. Et à 4 heures du matin, elle quitte son lit pour aller courir avec un autre. Et ça vous répond qu'on la laisse? Ça voudrait qu'on ne dise rien? Tu sais ce que je devrais faire? Te battre comme lorsque tu étais petite. Non, tu ne devrais pas trop crier. Tu ne devrais pas être trop méchante ce matin.
Pas crier. Et je ne dois pas crier par-dessus le marché. Moi qui avais promis à sa mère. Qu'est-ce qu'elle me dirait si elle était là? Vieille bête, oui, vieille bête. Tu n'as pas su me la garder pure, ma petite. Toujours à crier, à faire le chien de garde, à tourner autour avec des lainages pour qu'elles ne prennent pas froid, ou des laits de poule pour les rendre plus fortes. À 4 heures du matin, tu dors, vieille bête, tu dors. Toi qui peux pas fermer l'œil, et tu les laisses filer, marmotte. Et quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'elle me dira à ta mère, là-haut quand j'y monterai. Et moi j'aurais honte d'en mourir. Si je n'étais pas déjà morte, je ne pourrais que répondre et baisser la tête. Madame Joca, c'est vrai. Non, Nounou. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Et elle te dira « Bonjour, Nounou. Merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. » Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. Tu n'as pas d'amoureux? Non, Nounou. Tu te moques de moi alors, tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée pourtant, malgré ton sale caractère. Ta sœur était plus douce, mais je croyais que c'était toi qui m'aimais. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Pourquoi ton lit était-il froid quand je suis venue te border? Ah non, Nounou, ne pleure plus, s'il te plaît. Ah non, ma vieille bonne pomme rouge. Tu sais, quand je te frottais pour que tu brilles, ma vieille pomme toute ridée. Ne laisse pas couler tes larmes dans toutes les petites rigoles pour des bêtises comme cela. Pour rien. Je n'ai pas d'autre amoureux qu'Aimon, je te le jure. Et je peux même te jurer, si tu veux, que je n'aurai jamais d'autre amoureux. Garde tes larmes, garde tes larmes. Tu pourrais en avoir besoin encore, Nounou. Quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Et il ne faut pas que je sois petite ce matin. Tu es déjà levée. Je viens de ta chambre. Oui, je suis déjà levée. Toutes les deux alors, toutes les deux, vous allez vous lever avant les servantes. Vous croyez que c'est bon d'être à jeun le matin? Que c'est convenable pour des princesses? Oh, vous n'êtes seulement pas couvertes. Oh, vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. Laisse-nous, Nounou. Il ne fait pas froid. C'est déjà l'été. Va nous faire du café. Oui. Je voudrais bien un peu de café. Cela me ferait du bien. Ma colombe, la tête lui tourne d'être sans rien. Je suis là comme une idiote, au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Tu es malade? Ce n'est rien. Un peu de fatigue. C'est parce que je me suis levée tôt. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Il faut que tu dormes. Tu serais moins belle demain. Oh, ne te moque pas. Je ne me moque pas. Cela me rassure ce matin que tu sois belle. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse, tu te souviens? Je te barbouillais de terre. Je te mettais des vers dans le cou. Une fois, je t'ai coupé tes cheveux. Tes beaux cheveux. Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises avec ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui. J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Il nous ferait mourir. Bien sûr. À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne veux pas mourir. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, Antigone, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi. Toi, c'est tout ce qui te passe par la tête tout de suite, et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondérée, je réfléchis. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, c'est horrible, bien sûr. Moi aussi, j'ai pitié de mon oncle, de mon frère, mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête. La petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis on la met dans un coin et dans un trou. Et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez, mets tes sourcils joints, ton regard droit devant toi et te voilà lancer sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaye de comprendre au moins.
Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Tous. Depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas toucher à l'eau. À la belle eau fuyante, parce que cela mouille les dalles. À la terre, parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans les poches aux mendiants qu'on rencontre. Courir. Courir dans le vent, jusqu'à ce qu'on tombe par terre. Et boire quand il fait trop chaud, et nager quand il est trop tôt ou trop tard, et pas juste quand on en a envie. Comprendre. Toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille. Pas maintenant. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas. Nous hurlerons. Nous prendrons avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leur unique regard. Nous cracherons à la figure. Il faudra avancer dans leur haine sur la charrette, avec leur odeur et leur rire jusqu'au supplice. Là, il y aura les gardes aussi, avec leurs têtes d'imbéciles, congestionnées sur leur col raide, leurs grosses mains lavées, leurs regards de bœuf. On sent qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre, mais qu'ils font comme des nègres et qu'ils feront ce qu'on leur a dit scrupuleusement sans essayer de savoir si c'est bien ou mal. Et souffrir. Faudra souffrir. Sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où on ne peut plus la supporter, où il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant et monte encore. Comme une fois aiguë, je ne peux pas. Je ne peux pas. Comme tu as tout bien pensé. Toute la nuit. Pas toi? Si, bien sûr. Tu sais, je ne suis pas très courageuse. Moi non plus. Mais qu'est-ce que cela fait? Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Pas envie de vivre? Qui se levait la première le matin, rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière, seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue, pour vivre encore un peu la nuit? Qui pleurait, déjà toute petite, en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré qu'on ne pouvait pas toutes les prendre. Ma petite sœur. Ah non! Laisse-moi, ne me caresse pas! Ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble maintenant. Tu as bien réfléchi, tu dis. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi, tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez? Oui. Sers-toi de ces prétextes! Oh, Antigone, je t'en supplie, c'est bon pour les hommes de croire aux idées de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Une fille, oui. Ai-je assez pleuré d'être une fille? Ton bonheur est là, devant toi, tu n'as qu'à le prendre. Tu es jeune, tu es fiancée, tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Si, Antigone, pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue. Que c'est toi que les petites filles regardent passer, soudain muettes, sans pouvoir te quitter des yeux jusqu'à ce que tu aies tourné le coin. Des voyous. Des petites filles. Ah, aimons, Antigone, aimons. Je parlerai tout à l'heure à Aimon. Aimon sera tout à l'heure une affaire réglée. Tu es folle. Tu m'as toujours dit que j'étais folle. Pour tout. Depuis toujours. Va te recoucher, Ismay. Le jour se lève déjà. Et de toute façon, je ne pourrai rien faire. Mon frère mort est maintenant entouré d'une garde, exactement comme s'il avait réussi à se faire roi. Va dormir, Ismay. Tu as les yeux tout petits de fatigue. Et toi? Je n'ai pas envie de dormir. Mais je te promets que je ne bougerai pas d'ici avant ton réveil. Nounou va m'apporter à manger. Va dormir maintenant. Tu es toute pâle de fatigue. Va. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai. Tu me laisseras te parler encore. Je te laisserai me parler, oui. Je vous laisserai tous me parler. Va dormir, je t'en prie, Ismay. Tu serais moins belle demain. Pauvre Ismay.
Tiens, te voilà un bon café, des tartines au pigeon manche. Je n'ai pas très faim, Nounou. Je les ai grillés moi-même et beurrés comme tu les aimes. Tu es gentille, Nounou. Je vais seulement boire un peu. Où as-tu mal? Nulle part, Nounou. Mais fais-moi tout de même bien chaud, comme lorsque j'étais malade. Nounou plus forte que la fièvre. Nounou plus forte que le cauchemar. Plus forte que l'ombre de l'armoire qui ricane et se transforme d'heure en heure sur le mur. Plus forte que les 1000 insectes du silence qui rongent quelque chose, quelque part dans la nuit. Plus forte que la nuit elle-même, avec son ululement de folle qu'on n'entend pas. Nounou plus forte que la mort. Donne-moi ta main, comme lorsque tu restais à côté de mon lit. Qu'est-ce que tu as, ma colombe? Rien, Nounou. Je suis seulement encore un peu petite pour tout cela. Mais il n'y a que toi qui dois le savoir. Trop petite, pourquoi, ma mésange? Pour rien, Nounou. Et puis, tu es là, toi. Je tiens ta bonne main rugueuse qui sauve de tout. Je le sais bien. Peut-être qu'elle va me sauver encore. Tu es si puissante, Nounou. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, ma colombe? Rien, Nounou. Seulement ta main. Comme cela sur ma joue. Voilà. Je n'ai plus peur. Ni du méchant ogre, ni du marchand de sable, ni de Taou Taou qui passe et emmène les enfants. Nounou, tu sais, douce ma chienne. Oui? Tu vas me promettre que tu ne la gronderas plus jamais. Une bête qui salit tout avec ses pattes, ça ne devrait pas rentrer dans les maisons. Même si elle salit tout. Je t'en prie, Nounou. Alors il faudra que je la laisse tout abîmer sans rien dire. Oui, nourrice. Oh, ce sera un peu fort, hein. S'il te plaît, Nounou. Et puis tu l'aimes bien, douce. Avec sa bonne grosse tête. Et dans le fond, tu aimes bien frotter aussi. Tu serais bien malheureuse si tout restait propre tout le temps. Alors je te le demande, ne la gronde pas. Et si elle pisse sur mes tapis? Même si elle salit tout. Je t'en prie, dis, je t'en prie. Tu profites de ce que tu câlines. C'est bon, on est sûr à sans rien dire. Tu vas me faire tourner en bourrique. Et promets-moi aussi que tu lui parleras souvent. A-t-on vu ça parler aux bêtes? Et justement, pas comme à une bête, comme à une vraie personne, comme tu m'entends faire. Ah ça non, à mon âge, faire l'idiote? Pourquoi veux-tu que toute la maison lui parle comme toi, cette bête? Si, pour une raison ou pour une autre, moi je ne pouvais plus lui parler. Plus lui parler? Plus lui parler, pourquoi? Et si elle était trop triste tout de même? Si elle avait trop l'air d'attendre? Le nez sous la porte, comme lorsque je suis sortie. Il faudrait peut-être mieux la faire tuer, Nounou, sans qu'elle ait mal. La faire tuer, ma mignonne? Faire tuer ta chienne? Mais tu es folle ce matin! Non, Nounou. Voici Aimon. Laisse-nous, Nounou. Et n'oublie pas ce que tu m'as juré. Pardon, Aimon. Pour notre dispute d'hier soir. Et pour tout. C'est moi qui avais tort. Je te prie de me pardonner. Tu sais bien que je t'avais pardonné. À peine avais-tu claqué la porte. Ton parfum était encore là. Je t'avais déjà pardonné. À qui l'avais-tu volé, ce parfum? À Ismène Et le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe? aussi. En quel honneur t'étais-tu faite si belle? Je te le dirai. Oh mon chéri, comme j'ai été bête. Tout un soir gaspillé. Un beau soir. Nous aurons d'autres soirs, Antigone. Peut-être pas. Et d'autres disputes aussi. C'est plein de disputes, un bonheur. Un bonheur. Oui. Écoute, Aimon, Oui? ne ris pas ce matin. Sois grave.
Je suis grave. Et serre-moi. Plus fort que tu m'as jamais serré, que toute ta force s'imprime en moi. Là, toute ma force. C'est bon. Écoutez-moi. Oui, Je voulais te dire ce matin. oui. Tu sais, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. Oui, Antigone. Et je l'aurais serré si fort qu'il n'aurait jamais eu peur, je te le jure. Ni du soir qui vient, ni de l'angoisse du plein soleil immobile, ni des ombres. Notre petit garçon aimant. Il aurait eu une maman, toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les vraies mamans du monde, avec leur vraie poitrine et leur grand tablier. Tu le crois, toi, n'est-ce pas? Oui, mon amour. Et tu crois aussi que toi, tu aurais eu une vraie femme. J'ai une vraie femme. Ah, tu m'aimais, tu en es bien sûr ce soir-là. Quel soir? Tu es bien sûr qu'à ce bal, où tu es venu me chercher dans mon coin, tu ne t'es pas trompée de jeune fille. Tu n'as jamais regretté depuis, même une fois, même tout au fond de toi, que tu aurais plutôt dû demander Ismène. Idiote. Ah, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme. Tes bras qui me serrent ne mentent pas. Tes grandes mains posées dans mon dos ne mentent pas. Ni ton odeur, ni ce bon chaud, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Je suis noire et maigre, Ismène est rose et dorée comme un fruit. Antigone! Ah, je suis toute rouge de honte, mais il faut que je sache ce matin. Dis-moi la vérité, je t'en prie. Quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu sens au fond de toi comme un trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Oui, Antigone. Moi, je sens comme cela. Je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme. Ta vraie femme. Celle sur qui tu poses ta main le soir, en t'asseyant, sans penser, comme une chose bien à toi. Voilà. Maintenant, je vais te dire encore 2 choses. Et quand je les aurai dites, il faudra que tu partes, sans me questionner. Même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine. Jure-le-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-moi d'abord que tu partiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Tu as vu comme je te le demande. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Je te le jure. Merci. Alors voilà. Hier d'abord, tu me demandais pourquoi j'étais venue. Avec cette robe, ce parfum, ce rouge à lèvres. J'étais bête. Je n'étais pas sûre que tu me désires vraiment. Alors j'ai fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles. Pour te donner envie de moi. C'était pour cela? Oui. Et tu as ri. Et nous nous sommes disputés. Et mon mauvais caractère a été le plus fort, je me suis sauvée. Mais j'étais venue pour que tu me prennes hier soir. Pour que je sois ta femme avant. Et bon, tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi. Tu m'as juré. Je t'en prie. D'ailleurs, je vais te dire. Je voulais être ta femme avant parce que je t'aime comme cela, moi. Très fort. Et que... Je vais te faire de la peine, mon chéri. Pardon. Jamais. Jamais je ne pourrai t'épouser. Et bon, tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi. Tu m'as juré. Pars maintenant. Pars tout de suite. Si tu fais un seul pas vers moi, je jure que je me jette par cette fenêtre. Je te jure, Raymond. Sur la tête du petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve. Tu sais, le petit garçon que j'aurai jamais. Pars maintenant. Tu sauras demain. Tu sauras tout à l'heure. S'il te plaît, pars. C'est tout ce que tu peux faire pour moi si tu m'aimes.
fini pour Raymond, Antigone. Antigone! Tu es là. Oui, je suis là. Je ne peux pas dormir. J'avais peur que tu sortes, que tu tentes de l'enterrer malgré le jour. Antigone, ma petite sœur, nous sommes tous là autour de toi. Aimons, Nounou et moi, et Douce, ta chienne. Nous t'aimons, nous, et nous sommes vivants. Nous avons besoin de toi. Polynice est mort et il ne t'aimait pas. Tu as toujours été un étranger pour nous, un mauvais frère. Oublie-le comme il nous avait dit. Laisse son ombre dure errer sans sépulture, puisque c'est la loi de Créon. Ne tente pas ce qui est au-dessus de tes forces. Tu braves tout, toujours, mais tu es toute petite, Antigone. Reste avec nous. Ne va pas là-bas cette nuit, je t'en supplie. C'est trop tard. Ce matin, quand tu m'as rencontrée, j'en venais. Antigone! Un garde, dis-tu? Un de ceux qui gardent le cadavre? Fais-le entrer. Garde Jonas, de la 2e compagnie. Fais ce que tu veux. Voilà, chef. On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait. Et le sort est tombé sur moi. Alors voilà, chef. Je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il n'y en ait qu'un qui explique. Et puis parce qu'on ne pouvait pas abandonner le poste tous les 3. On est les 3 du piquet de garde, chef. Autour du cadavre. Qu'as-tu à me dire? On est 3, chef. Je ne suis pas tout seul. Les autres, c'est Durand et le garde de première classe, Boudous. Pourquoi n'est-ce pas le première classe qui est venu? N'est-ce pas, chef? Je l'ai dit tout de suite, moi. C'est le première classe qui doit y aller. Quand il n'y a pas de gradé, c'est le première classe qui est responsable. Et les autres, ils ont dit non et ils ont voulu tirer au sort. Faut-il que j'aille chercher le première classe, chef? Non, parle, toi. Est-ce que tu es là? J'ai 10 ans de service. Je suis engagé volontaire. La médaille, 2 citations. Je suis bien noté, chef. Moi, je suis service. Je ne connais que ce qui est commandé. Mes supérieurs, ils disent toujours « Avec Jonas, on est tranquille ». C'est bon, parle. De quoi as-tu peur? Régulièrement, ça aurait dû être le première classe. Moi, je suis proposé première classe, mais je ne suis pas encore promu. Je devais être promu en juin. Vas-tu parler enfin? S'il est arrivé quelque chose, vous êtes tous les 3 responsables. Ne cherche plus qui devrait être là. Eh bien voilà, chef. Le cadavre. On a veillé pourtant. On avait la relève de 2 heures, la plus dure. Vous savez ce que c'est, chef? Au moment où la nuit va finir, ce plomb entre les yeux, la nuque qui tire et puis toutes ces ombres qui bougent, et le brouillard du petit matin qui se lève. Ah, ils ont bien choisi leur heure. On était là, on parlait, on battait la semelle, on dormait pas, chef. Ça, on peut vous le jurer tous les 3 qu'on ne dormait pas. D'ailleurs, avec le froid qu'il faisait... Tout d'un coup, moi, je regarde le cadavre. On était à 2 pas, mais moi, je le regardais de temps en temps, tout de même. Je suis comme ça, moi, chef. Je suis méticuleux. C'est pour ça que mes supérieurs, ils disent toujours « Avec Jonas !» C'est moi qui l'ai vu le premier, chef. Et les autres vous le diront, c'est moi qui ai donné le premier l'alarme. L'alarme? Pourquoi? Le cadavre, chef. Quelqu'un l'avait recouvert. Mais pas grand-chose, hein. Ils n'avaient pas eu le temps avec nous autres à côté. Seulement un peu de terre. Mais assez tout de même pour le cacher au vautour. Tu es sûr que ce n'est pas une bête en grattant? Non, chef. On a d'abord espéré ça, nous aussi, mais... La terre était jetée sur lui, selon les rites. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Rien, chef. Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, le garde Durand a trouvé plus loin une pelle. Une petite pelle d'enfant, toute vieille et toute rouillée. On a pensé que ça pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. Le première classe l'a gardé tout de même pour l'enquête. Un enfant? L'opposition brisée?
Qui sourd et mine déjà partout. Les amis de Polynice avec l'aurore bloquée dans Thèbes. Les chefs de la plèbe, purs en l'ail, soudainement alliés au prince. Et les prêtres essayant de pêcher un petit quelque chose au milieu de tout cela. Un enfant. Ils ont dû penser que ce serait plus touchant. Je le vois d'ici, leur enfant, avec sa gueule de tueur à pointer, sa petite pelle soigneusement enveloppée dans du papier sous sa veste. À moins qu'il n'ait adressé un vrai enfant, avec des phrases. Une innocence précieuse pour le parti. Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils. Un précieux sang bien frais sur mes mains. Double aubaine. Mais ils ont des complices. Et dans ma garde, peut-être. Chef, on a fait ce qu'on devait faire. Durand s'est assis une demi-heure parce qu'il avait mal aux pieds, mais moi je suis resté tout le temps debout, chef. Le première classe vous le dira. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Alors écoute-moi. Votre garde est doublée. Renvoyez la relève. Voici l'ordre. Je ne veux que vous, près du cadavre, et pas un mot. Vous avez été coupable de négligence, vous serez puni de toute façon. Mais si tu parles, si le bruit court dans la ville, qu'on a recouvert le cadavre de Polynice, vous mourrez tous les trois. On n'a pas parlé, chef. Je vous jure. Mais moi j'étais ici, et peut-être que les autres ils l'ont déjà dit à la relève. Chef, j'ai 2 enfants. Il y en a un qui est tout petit. Vous témoignerez pour moi que j'étais ici, chef, devant le conseil de guerre. J'étais ici, moi, avec vous. J'ai un témoin. Si on a parlé, ça sera les autres. Ça sera pas moi. J'ai un témoin, moi. Va vite. Si personne ne sait, tu vivras. Un enfant. Allez, viens, petit. Faut que nous allions raconter tout ça maintenant. Et la jolie besogne commencera. Tu mourrais, toi, pour moi? Tu crois que tu irais avec ta petite pelle? Bien sûr, tu irais tout de suite, toi aussi. Un enfant. Et voilà. Maintenant, le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre. Rien. Un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue. Une envie d'honneur, un beau matin au réveil, comme de quelque chose qui se mange. Une question de trop qui se pose un soir. C'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser faire. On est tranquille. C'est minutieux, bien huilé depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont là, tout près. Et les orages, et les éclats, et les silences. Tous les silences. Le silence, lorsque le bras du bourreau se lève à la fin. Le silence au commencement, lorsque les 2 amants sont nus l'un en face de l'autre, pour la première fois, sans oser bouger tout de suite, dans la chambre sombre. Le silence, lorsque les cris de la foule acclament le vainqueur. Et c'est comme dans un film dont le son s'est enrayé. Toutes ces bouches ouvertes dont il ne sort rien. Toute cette clameur qui n'est qu'une image. Et le vainqueur, déjà vaincu, seul au milieu de son silence. C'est propre, la tragédie. C'est reposant, c'est sûr. Dans le drame, avec tous ces traîtres, ces méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces terre-neuves, ces lueurs d'espoir, cela devient épouvantable de mourir, comme dans un accident. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué. C'est une question de distribution. Et puis surtout, c'est reposant la tragédie, parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir, le sale espoir, qu'on est fait comme un rat avec tout le ciel sur son dos, et qu'on n'a plus qu'à crier
Pas à gémir, non, pas à se plaindre. À gueuler à pleine voix ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit et qu'on ne savait peut-être même pas encore. Et pour rien. Pour se le dire à soi, pour l'apprendre soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit. C'est pour les rois. Et l'on sait qu'il n'y a plus rien à tenter. Enfin. Alors voilà, la petite Antigone est prise. La petite Antigone va être elle-même, enfin, pour la première fois. Allez, allez, pas d'histoire. Vous vous expliquerez devant le chef. Moi, je ne connais que la consigne. Ce que vous avez à faire là, je ne veux pas le savoir. Tout le monde a des excuses. Tout le monde a quelque chose à objecter. S'il fallait écouter les gens, s'il fallait essayer de comprendre, l'on serait propre. Allez, allez, tenez là, vous autres. Et pas d'histoire. Moi, ce qu'elle a à dire, je ne veux pas le savoir. Dis-leur de me lâcher avec leurs sales mains. Ils me font mal. Leurs sales mains? Mais vous pourriez être poli, mademoiselle. Moi, je suis poli. Dis-leur de me lâcher. Je suis Antigone, je suis la fille d'Oedipe, je ne me sauverai pas. La fille d'Oedipe. Oui. Les putains qu'on ramasse à la garde de nuit. Elles disent aussi de se méfier, qu'elles sont la bonne amie du préfet de police. Je veux bien mourir, mais pas qu'ils me touchent. Et les cadavres, dit. Et la terre. Ça ne te fait pas peur à toucher. Tu dis leurs sales mains. Mais regarde un peu les tiennes. On te l'avait prise, t'appelle. Il a fallu que tu refasses ça avec tes ongles la deuxième fois. Ah, cette audace. Je tourne le dos une seconde. Je te demande une chic. Et allez, le temps que je me la cale à la joue, le temps que je dise merci, elle était là, à gratter comme une petite hyène. Et en plein jour. Et c'est qu'elle se débattait, cette garce, quand j'ai voulu la prendre. C'est qu'elle voulait me sauter aux yeux. Elle criait qu'il fallait qu'elle finisse. Mais c'est une folle, oui. J'en ai arrêté une autre de folle l'autre jour. Elle montrait son cul aux gens. Et dis-vous douce, qu'est-ce qu'on va se payer comme gueuleton tous les trois pour fêter ça? Chez la tordue. Il est bon son rouge. Et dimanche, sur la quartier libre, si on emmenait les femmes. Non, entre nous qu'on rigole. Avec les femmes, il y a toujours des histoires. Et puis les moutards qui veulent pisser. Non. Et dis-vous douce, tout à l'heure, on croyait pas qu'on aurait envie de rigoler comme ça, nous autres, hein? Il faut peut-être nous donner une récompense. Ça se peut si c'est important. Flanchard, la troisième, quand il a mis la main sur l'incendiaire le mois dernier, il a eu le mois double. Ah dis donc, je propose, si on a le mois double, au lieu d'aller chez la tordue, on va au palais arabe. Pour boire? T'es pas fou. Ils te vendent la bouteille le double au palais. Pour monter, d'accord. Ouais, écoutez-moi, je vais vous dire. On va d'abord chez la tordue, on se les cale comme il faut, et après on va au palais. Et dis-vous douce, tu te rappelles la grosse du palais? Oh, ce que t'étais sourd, Mais nos femmes, si on a le mois double, elles le sauront. Si ça se trouve, on sera peut-être même publiquement félicité. Oui, mais alors ça on verra. Hein. S'il y a une cérémonie dans la cour de la caserne, comme pour les décorations, les femmes viendront aussi, et les gosses. Et alors on ira tous chez la tordue. Ah oui, mais faudra commander le menu d'avance. Je voudrais bien m'asseoir un peu, s'il vous plaît. C'est bon. Qu'elle s'asseye. Mais ne lâchez pas, vous autres. Garde à vous! Lâchez cette jeune fille! Qu'est-ce que c'est? C'est le piquet de garde, chef. On est venu avec les camarades. Qui garde le corps? On a appelé la relève, chef. Je t'avais dit de la renvoyer! Je t'avais dit de ne rien dire! On n'a rien dit, chef, mais comme on a arrêté celle-là, on a pensé qu'il fallait qu'on vienne. Et cette fois, on n'a pas tiré au sort. On a préféré venir tous les trois. Imbécile! Où t'ont-ils arrêté? Près du cadavre, chef. Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère?
Tu savais que j'avais interdit de l'approcher. Ce qu'elle faisait, chef. Mais c'est pour ça qu'on vous l'amène. Elle grattait la terre avec ses mains. Elle était en train de le recouvrir encore une fois. Sais-tu bien ce que tu es en train de dire, toi? Vous pouvez demander aux autres, chef. On avait dégagé le corps à mon retour, mais avec le soleil qui chauffait, comme il commençait à sentir, on s'était mis sur une petite hauteur. Pas loin pour être dans le vent. On se disait qu'en plein jour, on ne risquait rien. Mais à midi, en plein soleil, et puis avec l'odeur qui montait depuis que le vent était tombé, c'était comme un coup de massue. J'avais beau écarquiller les yeux, ça tremblait comme de la gélatine. Alors je vais au camarade lui demander une chic pour passer ça, et le temps que je me la cale dans la joue, chef, le temps que je lui dise merci, je me retourne. Elle était là à gratter comme une petite hyène. Et en plein jour, elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas ne pas la voir. Et quand elle a vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'elle s'est arrêtée? Qu'elle a essayé de se sauver peut-être? Non! Elle a continué de toutes ses forces, aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l'ai empoignée, elle se débattait comme une diablesse. Elle voulait continuer encore. Elle me criait de la laisser, que le corps n'était pas encore tout à fait recouvert. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On a découvert le corps, comme de juste. Et puis on a passé la relève, sans parler de rien. Et on est venu vous l'amener, chef. Voilà. Et cette nuit, la première fois, c'était toi aussi? Oui. C'était moi. Avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances. C'était justement celle de Polynice. Il avait gravé son nom sur le manche au couteau. C'est pour cela que je l'ai laissée près de lui. Mais ils l'ont prise. Alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. On aurait dit une petite bête qui grattait. Même qu'au premier coup d'œil, avec l'air chaud qui tremblait, le camarade dit « Mais non, c'est une bête !»« Penses-tu » je lui dis, « C'est trop fin pour une bête. C'est une fille. » Oh, c'est bien! On vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Pour le moment, laissez-moi seul avec elle. Conduis ces hommes à côté, petit. Et qu'ils restent au secret jusqu'à ce que je revienne les voir. Faut-il que je lui mette les menottes, chef? Non. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non, personne. Tu es sûr? Oui. Alors écoute. Tu vas rentrer chez toi, te coucher. Dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice ira comme toi. Je ferai disparaître ces 3 hommes. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit! Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver le repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison, où mon père et ma mère et Théocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté et un traître, tu le savais. C'était mon frère. Tu avais entendu proclamer l'édit au carrefour. Tu avais lu les affiches sur tous les murs de la ville. Oui. Tu savais le sort qui était promis à celui quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. Oui, je le savais. Tu as peut-être cru qu'être la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe, c'était assez pour être au-dessus des lois. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante, en train de faire sa lessive quand j'ai entendu lire l'édit, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras, et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Ce n'est pas vrai! Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir, et tu serais resté à pleurer ton frère chez toi. Seulement tu as pensé que tu étais de sang royal,
ma nièce est la fille de la fiancée de mon fils. Et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir. Au contraire. L'orgueil d'Oedipe. Tu es l'orgueil d'Oedipe. Oui. Maintenant que je l'ai trouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que j'allais te faire mourir. Cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi, hein? Orgueilleuse! Pour ton père non plus! Je ne dis pas le bonheur, il n'en était pas question. Le malheur humain. C'était trop peu. L'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout cela, avidement après, mot par mot. Quel breuvage, hein? Les mots qui vous condamnent, comme on les boit goulûment quand on s'appelle Oedipe ou Antigone. Et le plus simple après, c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien non! Ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Créon, Dieu merci. J'ai mes 2 pieds par terre et mes 2 mains font des poches. Et puisque je suis roi, j'ai résolu, avec moins d'ambition que ton père, de m'employer à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde si c'est possible. Ce n'est même pas une aventure. C'est un métier de tous les jours. Et pas tous les jours drôles, comme tous les métiers. Mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Et si demain, un messager crasseux dévale du fond des montagnes pour m'annoncer qu'il n'est pas très sûr non plus de ma naissance, je le prierai simplement de s'en retourner d'où il vient. Je ne m'en irai pas pour autant regarder ta tante sous le nez ou me mettre à confronter les dates. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel, ma petite fille. Alors écoute-moi, tu es Oedipe. Soit. Mais tu as 20 ans. Il n'y a pas longtemps, tout ça se serait réglé avec du pain sec et une paire de gifles. Te faire mourir. Tu ne t'es pas regardé, Mono. Tu es trop maigre. Grossis un peu pour faire un gros garçon à Aimon. Thèbes en a plus besoin que de ta mort, je t'assure. Tu vas rentrer chez toi tout de suite. Faire ce que je te dis et te taire. Je me charge de faire disparaître ces 3 hommes. Allez, va! Et ne me foudroie pas comme cela du regard. Tu me prends pour une brute, c'est entendu. Tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque. Mais je t'aime bien tout de même, avec ton sale caractère. N'oublie pas, c'est moi qui t'ai offert ta première poupée il n'y a pas si longtemps. Antigone, c'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Vous le savez bien. Quel jeu joues-tu? Je ne joue pas. Tu ne comprends donc pas que si tout à l'heure, quelqu'un d'autre que ces 3 brutes sait ce que tu as tenté de faire, je serai obligé de te faire mourir. Si tu te tais maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver. Je ne l'aurai pas dans 5 minutes. Comprends-tu cela? Il faut que j'aille enterrer mon frère, que ces hommes ont découvert. Tu irais refaire ce geste absurde. Il y a de nouvelles gardes auprès du corps de Polynice. Et même si tu parviens à le recouvrir encore, on dégagera le cadavre. Tu le sais bien. Que peux-tu donc, sinon t'ensanglanter encore les ongles et te faire tuer? Rien d'autre que cela. Mais cela, du moins, je le peux. Et il faut faire ce que l'on peut. Tu y crois donc vraiment, toi?
à cet enterrement dans les règles, à cette ombre de ton frère, condamné à errer pour toujours, si on ne jette pas sur son cadavre un peu de terre, avec la formule du prêtre. Tu l'auras entendu au prêtre de Thèbes la réciter, la formule. Tu as vu ces pauvres têtes d'employés fatigués, écourtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce corps pour en prendre un autre avant le repas de midi. Oui, je les ai vus. Et tu n'as jamais pensé que si c'était un être que tu aimes, qui t'est là, couché dans cette boîte, tu te mettrais à hurler tout à coup, à leur crier de se taire et de s'en aller? Si, je l'ai pensé. Et tu risques la mort maintenant parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime dont tu serais la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. C'est absurde. Oui, c'est absurde. Pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Pour les dresser contre moi? Non, Ni pour ton frère, ni pour les autres? Pour qui? pour personne. Pour moi. Tu as donc bien envie de mourir. C'est vrai. Tu ressembles déjà à un petit gibier pris. Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement, c'est vrai. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi. Vous pouvez tout. Mais cela, vous ne le pouvez pas. Tu crois? Ni me sauver, ni me contraindre. Orgueilleuse petite dipe! Vous pouvez seulement me faire mourir. Et si je te fais torturer? Pourquoi? Pour que je pleure? Pour que je demande grâce? Pour que je jure tout ce qu'on voudra et que je recommence après? Quand je n'aurai plus mal? Écoute-moi bien! J'ai le mauvais rôle et tu as le bon. C'est entendu. Mais n'en profite tout de même pas trop, petite furie. Si j'étais une bonne brute de tyran ordinaire, il y a longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres tenailles ou jeté dans un trou. Mais tu vois au fond de mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. Alors tu nargues. Tu attaques tant que tu peux. Où veux-tu donc en venir, petite furie? Lâchez-moi! Vous me faites mal au bras avec votre main! Non! Comme ça, c'est moi qui suis le plus fort. J'en profite aussi. Aïe! C'est peut-être ce que je devrais faire, après tout. Ou simplement te tordre le poignet, et te tirer les cheveux comme on fait aux filles dans les jeux. Je suis ton oncle, c'est entendu. Mais nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille. Tu ne trouves pas ça drôle tout de même? Ce roi bafoué qui t'écoute? Ce vieux homme qui peut tout, et qui en a vu tuer d'autres, je t'assure, est d'aussi attendrissant que toi, et qui est là, à se donner toute cette peine pour essayer de t'empêcher de mourir. Vous serrez trop maintenant. Cela ne me fait même plus mal. Je n'ai plus de bras. Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra et te sauver, petite peste. Au lendemain d'une révolution ratée, on a du pain sur la planche, je t'assure. Mais les affaires urgentes attendront. Je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire de politique, tu vaut mieux que cela. Car ton Polénite, cette ombre éplorée, ce corps qui se décompose entre ses gardes, et tout ce pathétique qui t'enflamme, ce n'est qu'une histoire de politique. D'abord, je ne suis pas tendre. Je suis délicat. J'aime ce qui est propre, net, bien lavé.
Tu crois que ça ne me dégoûte pas autant que toi, toute cette viande qui pourrit au soleil? Le soir, quand le vent vient de la mer, cela sent déjà du palais. Ça me soulève le cœur. Et pourtant, je ne vais même pas fermer la fenêtre. C'est ignoble. Et je peux te le dire à toi, c'est bête. Monstrueusement bête. Mais il faut que cela sente dans tes pendant quelque temps. Tu penses bien que j'aurais fait enterrer ton frère, ne serait-ce que pour l'hygiène. Mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que cela pue le cadavre de Polynice dans toute la ville, pendant un mois. Vous êtes odieux! Oui, mon petit, c'est le métier qui le veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, il faut le faire comme cela. Et pourquoi le faites-vous? Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Dieu sait pourtant si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non alors. Je pouvais. Seulement, je me suis senti tout à coup comme un ouvrier refusant un ouvrage. Ça ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? Votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires. Moi, je peux encore dire non à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seul juge. Alors que vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi! Si je veux, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Pas vous. Vous êtes là, à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Tu m'amuses. Non, je vous fais peur. C'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran. Voilà tout. Et vous allez tout de même me faire tuer tout à l'heure. Vous le savez. Et c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Eh bien oui. J'ai peur d'être obligé de te faire mourir tout à l'heure si tu t'obstines. Je ne le voudrais pas. Moi, je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Vous ne l'auriez pas voulu, peut-être, refuser une tombe à mon frère. Dites que vous ne l'auriez pas voulu. Je te l'ai dit. Et vous l'avez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans le vouloir. C'est cela être roi. Oui, c'est cela. Pauvre Créon. Avec mes ongles cassés pleins de terre. Avec les bleus que tes gardes m'ont fait au bras. Avec ma peur qui me tord le ventre. Moi, je suis reine. Alors aie pitié de moi! Vite! Le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres pour que l'ordre règne dans Thèbes. C'est assez payé. Mon fils t'aime. Ne m'oblige pas à payer avec toi encore. J'ai assez payé. Non! Vous avez dit oui. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Bon Dieu! Essaie de comprendre une minute toi aussi, petite peste. J'ai bien essayé de te comprendre, moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Ça prend de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Et le gouvernail est là, qui ballotte. L'équipage ne peut plus rien faire. Il ne pense qu'à piller la cale. Et les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau bien confortable. Rien que pour eux, avec toute la provision d'eau douce, pour sauver au moins leurs au-delà. Et le mât craque. Et le vent siffle. Et les voiles vont se déchirer. Et toutes ces brutes vont crever. Tous ensemble. Parce qu'elles ne pensent qu'à sauver leur peau. Leur précieuse peau et leurs petites affaires. Tu crois alors qu'on a le temps de faire le raffiné? De savoir s'il faut dire oui ou non? De se demander s'il faudra payer trop cher un jour? Et si on pourrait être encore un homme après? On prend le bout de bois. On redresse devant la montagne d'eau. On gueule à l'ordre. On tire dans le tas. Ce premier qui s'avance dans le tas, ça n'a pas de nom. C'est comme la vague qui s'abat devant vous sur le pont. Le vent vous gifle. Et la chose qui tombe dans le groupe n'a pas de nom. C'est peut-être celui qui t'a demandé du feu la veille en souriant
Il n'a plus de nom. Et toi non plus. Tu n'as plus de nom. Comprenez à la barre, il n'y a que le bâton qui est un nom et la tempête. Tu comprends ça? Je ne peux pas comprendre. C'est bon pour vous. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non. Et pour mourir. C'est facile de dire non. Pas toujours. Pour dire oui, il faut suer, retrousser ses manches, empoigner la vie à pleine main et s'en mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non, même si on doit mourir. Il n'y a qu'à ne pas bouger et attendre. Attendre pour vivre. Attendre même pour qu'on vous tue. C'est trop lâche. C'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres auraient dit non contre la sève, où les bêtes auraient dit non contre l'instinct de la chasse ou de l'amour. Les bêtes, elles au moins, sont bonnes et simples et dures. Elles vont se poussant les unes derrière les autres sur le même chemin. Et si une tombe, les autres passent. Et il peut s'en perdre autant que tu veux. Il y en aura toujours une, de chaque espèce, prête à refaire des petits, avec le même courage, toutes pareilles à celles qui sont passées avant. Quel rêve, hein? Pour un roi. Des bêtes. Ce serait si simple. Tu me méprises, n'est-ce pas? C'est drôle. Je l'ai souvent imaginé, ce dialogue. Avec un petit jeune homme pâle qui aurait essayé de me tuer, dont je ne pouvais rien tirer après que du mépris. Mais je ne pensais pas que ce serait avec toi. Et pour quelque chose d'aussi bête. Écoute-moi tout de même. Pour la dernière fois, mon rôle n'est pas le bon. Mais c'est mon rôle et je vais te faire tuer. Mais avant, je veux que toi aussi, tu sois bien sûr du tien. Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone? Tu sais au nom de quelle histoire tu vas signer pour toujours ton petit nom sanglant? Quelle histoire? Celle d'Éthéocle et de Polynice. Celle de tes frères. Non. Non, non. Tu crois la savoir. Tu ne la sais pas. Personne ne la sait dans Thèbes. Que moi. Mais il me semble que ce matin, toi aussi tu as le droit de l'apprendre. Ce n'est pas bien beau. Tu vas voir. Que te souviens-tu de tes frères d'abord? Deux compagnons de jeu qui te méprisaient sans doute, qui te cassaient tes poupées, se chuchotant éternellement des mystères à l'oreille pour te faire enrager. C'était des grands. Puis tu as dû les admirer avec leur première cigarette, leur premier pantalon long. Puis ils ont commencé à sortir le soir, ne t'ont plus regardé du tout. J'étais une fille. Tu voyais ta mère pleurer, tu entendais ton père se mettre en colère, et les portes qui claquaient quand ils étaient rentrés, les ricanements dans les couloirs, et ils passaient devant toi, goguenard et vol sentant le vin. Une fois, je m'étais cachée derrière une porte. Nous venions de nous lever, et eux, ils rentraient. Polynice m'a vu. Il était tout pâle, les yeux brillants, et si beau dans son vêtement du soir. Il m'a dit « Tiens, tu es là, toi ?» Et il m'a donné une grande fleur en papier, qu'il avait rapportée de sa nuit. Et tu l'as conservée, n'est-ce pas, cette fleur? Et hier, avant de partir, tu as ouvert ton tiroir, et tu l'as regardé longtemps pour te donner du courage. Qui vous a dit cela? Pauvre Antigone, avec ta fleur de cotillon. Sais-tu bien qui était Polynice? Je savais que vous me diriez du mal de lui, en tout cas. Un petit fêtard imbécile.
Un petit carnassier dur et sans âme. Une petite brute, toute juste bonne à aller toujours plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser toujours plus d'argent dans les bars. Une fois j'étais là. Ton père venait de lui refuser une grosse somme d'argent qu'il avait perdu au jeu. Il est devenu tout pâle. Il a levé le poing en hurlant un mot ignoble. Ce n'est pas vrai! Son poing de brute a tout volé dans le visage de ton père. C'était pitoyable. Ton père était là, assis à la table, la tête dans les mains. Il saignait du nez, il pleurait. Et Polynice dans un coin du bureau, en train de s'allumer une cigarette en ricanant. Ce n'est pas vrai! Souviens-toi, tu avais 12 ans. Vous ne l'avez pas revu pendant longtemps, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. C'était juste après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Il s'est engagé dans l'armée argienne, et dès qu'il a été chez les Argiens, la chasse à l'homme contre ton père a commencé. Contre ce vieil homme qui ne se décidait pas à mourir, à lâcher son royaume. Les attentats se succédaient. Et tous les tueurs que nous prenions finissaient toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui. Pas seulement de lui d'ailleurs. Car c'est cela que je veux que tu saches, Antigone. Les coulisses de ce drame où tu brûles de jouer un rôle. Les coulisses. J'ai fait faire hier des funérailles grandioses à Éthéocle. Éthéocle est un héros et un saint pour Thèbes maintenant. Tout le peuple était là. Les enfants des écoles ont donné les sous de leur tirelire pour la couronne. Des vieillards, faussement émus, avec des trémolos dans la voix, ont magnifié le bon frère, le fils fidèle d'Oedipe, le prince loyal. Moi aussi j'ai fait un discours. Et tous les prêtres de Thèbes, au grand complet, avec la tête de circonstance. Les honneurs militaires. Il fallait bien. Tu penses que je ne pouvais tout de même pas m'offrir le luxe d'une crapule dans les deux camps? Car je vais te dire à toi quelque chose que je sais seul, quelque chose d'effroyable. Éthéocle, ce prix de vertu, ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Le prince loyal avait décidé lui aussi de vendre Thèbes au plus offrant. Crois-tu que c'est drôle, hein? Cette trahison pour laquelle le corps de Polynice pourrit entre ses gardes, j'ai la preuve maintenant qu'Éthéocle, qui dort dans son tombeau de marbre, s'apprêtait à le commettre lui aussi. C'est un hasard si Polynice a réussi son coup le premier. Nous avions affaire à deux larrons en foire qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant et qui se sont égorgés comme de petits voyous qu'ils étaient. Seulement il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. Alors j'ai envoyé chercher leurs cadavres au milieu des autres. On les a retrouvés, embrochés. Ils s'étaient embrochés mutuellement. Puis la charge de la cavalerie argienne leur est passée dessus. Ils étaient en bouillie, Antigone. Méconnaissables. Alors j'ai fait ramasser un des deux corps. Le moins abîmé des deux pour mes funérailles nationales. Et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais même pas lequel c'était. Et je t'assure, cela m'est bien égal. Pourquoi m'avez-vous raconté cela?
Valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être. Moi, je croyais. Ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seul. Va voir Raymond ce matin. Marie-toi vite. Oui. Tu as toute ta vie devant toi. Notre discussion était bien oiseuse, je t'assure. Tu as ce trésor, toi encore. Oui. Tu allais le gaspiller. Je te comprends. J'aurais fait comme toi à 20 ans. C'est pour cela que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un petit crayon pâle et maigre, comme toi, qui ne pensait qu'à tout donner lui aussi. Marie-toi vite, Antigone. Sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler entre leurs doigts, sans le savoir. Ferme tes mains. Ferme tes mains vite, tu verras. Cela deviendra une petite chose simple et dure qu'on grignote assis au soleil. Ils te diront tous que ce n'est pas vrai, parce qu'ils ont besoin de ton élan et de ta force. Ne les écoute pas. Ne m'écoute pas tout à l'heure, quand je ferai mon discours devant le tombeau d'Éthéocle. Ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu comprendras toi aussi trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime, c'est un enfant qui joue à vos pieds. Un outil qu'on tient bien dans sa main. Un banc pour se reposer le soir. Tu vas me mépriser encore, mais d'apprendre cela, c'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Le bonheur? Un pauvre mot, hein. Quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-elle qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle, tais-toi! Non, je ne me tairai pas! Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse! Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir! Tu es Raymond! C'est si beau, la vie! Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre! Oui! J'aime Raymond! J'aime un aimant dur et jeune. Un aimant exigeant et fidèle. Comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir à mes côtés le monsieur aimant, s'il doit apprendre à dire oui lui aussi, alors je n'aime plus aimant! Tu ne sais plus ce que tu dis, tais-toi! Si, je sais ce que je dis! Mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant. D'un royaume où vous ne pouvez plus entrer. Avec vos rides. Votre sagesse. Votre ventre. Je ris, Créon. Je ris parce que je te vois à 15 ans tout d'un coup. C'est le même air d'impuissance et de croire que l'on peut tout.
La vie t'a seulement rajouté tous ces plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Te tairas-tu enfin? Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison? Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais? Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais. Parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Le tien, le mien, oui, imbécile! Mais vous me dégoûtez tous avec votre bonheur! Avec cette vie qu'il faut aimer coûte que coûte! On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance de tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Moi je veux tout! Et tout de suite! Et que cela soit entier! Sinon je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi. Et me contenter d'un petit morceau si j'ai été bien sage. Je veux être sûre de tout aujourd'hui. Et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite. Ou mourir! Allez, commence! Commence! Comme ton père! Comme mon père, oui! Nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il ne reste vraiment plus la petite chance d'espoir vivante. La plus petite chance d'espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus à votre espoir! Votre cher espoir! Votre saint espoir! Si tu te voyais criant ces mots, tu es laide! Oui! Je suis laide! C'est ignoble, hein? Ces cris, ces sursauts, cette lutte de chiffonnier. Papa n'est venu beau qu'après. Une fois qu'il a été bien sûr, enfin, qu'il avait tué son père, que c'était avec sa mère qu'il avait couché, et que rien, plus rien ne pouvait plus le sauver. Alors il s'est calmé tout d'un coup. Il a eu comme un sourire. Il n'a plus qu'à fermer les yeux pour ne plus vous voir. Ah! Vos têtes! Vos pauvres têtes de candidats au bonheur! Mais c'est vous qui êtes laids! Même les plus beaux! Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil ou de la bouche! Tu l'as dit tout à l'heure, Créon. La cuisine! Vous avez des têtes de cuisinier! Je t'ordonne de te taire maintenant! Tu m'ordonnes, cuisinier! Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde! Tu veux donc te perdre, ils vont t'entendre! Eh bien, ouvre les portes! Justement, ils vont m'entendre! Mais te tairas-tu enfin, bon Dieu! Allons, cuisinier! Appelle tes gars! Antigone! Qu'est-ce que tu veux, toi aussi? Antigone, pardon, tu vois, je viens, j'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Où iras-tu avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Oh non! Pas maintenant! Pas toi! C'est moi. Moi seule. Tu ne te figures pas que tu vas venir mourir avec moi maintenant? Ce serait trop facile! Je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester sans toi. Tu as choisi la vie. Moi la mort. Laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. Il fallait y aller ce matin. À quatre pattes dans la nuit. Il fallait aller gratter la terre avec tes ongles pendant qu'ils étaient tout près. Et te faire empoigner par eux comme une voleuse. Bien, j'irai demain. Tu l'entends, Créon? Elle aussi. Qui sait si cela ne va pas prendre à d'autres en m'écoutant? Qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes? Allons, Créon. C'est juste un mauvais moment à passer. Allons, cuisinier, puisqu'il le faut! Garde! Emmenez-la! Enfin, Créon. Antigone! Antigone! Tu es fou, Créon? Qu'as-tu fait? Il fallait qu'elle meure. Ne laisse pas mourir Antigone, Créon. Nous allons porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. C'est elle qui voulait mourir. Aucun d'entre nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne le savait peut-être pas, mais Polynice n'était qu'un prétexte. Dès qu'elle a dû y renoncer, elle a trouvé autre chose tout de suite. Tout ce qui importait pour elle, c'était de refuser de mourir. C'est une enfant, Créon. Que veux-tu que je fasse pour elle? Père! La condamner à vivre? Aimons! Aimons, mon petit. J'ai tout essayé pour la sauver, je te jure. Tu es fou, père, lâche-moi! J'ai tout essayé, elle ne t'aime pas. Père, tu vois bien qu'il l'emmène! Père, ne laisse pas ses hommes l'emmener! Thèbes sait ce qu'elle a fait, je suis obligé de la faire mourir. Lâche-moi! Ne peut-on pas imaginer quelque chose? Dire qu'elle est folle? L'enfermer?
Je ne peux pas. Ils diront que je la sauve, parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas. Ne peut-on pas gagner du temps? La faire fuir demain? La ville sait déjà. Elle hurle autour du palais, je ne peux pas. Père, la ville n'est rien, tu es le maître. Je suis le maître avant la loi, plus après. Père, je suis ton fils, tu ne peux pas me la laisser prendre. Si, mon petit. Si, mon courage. Antigone ne pouvait plus vivre. Antigone nous a déjà tous quittés. Crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle? Crois-tu que je l'accepterais, votre vie? Et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle? Et votre agitation, votre bavardage, votre vide, sans elle? Faudra bien que tu l'acceptes, Ellie. On a tous un jour, plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il faut accepter de devenir un homme. C'est pour toi aujourd'hui. Te voilà, devant moi avec tes larmes au bord des yeux et ton cœur qui te fait mal. Et tu te seras détourné tout à l'heure, mon petit. Tu auras franchi ce seuil. Ce sera fini. C'est déjà fini. Ne me juge pas, Aymon! Ne me juge pas, toi aussi! Cette grande force et ce courage, ce dieu géant qui m'enlevait dans ses bras et me sauvait des monstres et des ombres, c'était toi. Cette odeur défendue et ce bon pain du soir sous la lampe, quand tu me montrais des livres dans ton bureau, c'était toi, tu crois? Oui, Aymon. Tous ces soins, tout cet orgueil, tous ces livres pleins de héros, c'était donc pour en arriver là. Être un homme, comme tu dis, est trop heureux de vivre. Oui, Aymon. Père! Ce n'est pas vrai! Ce n'est pas toi, ce n'est pas aujourd'hui! Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur où il faut seulement dire oui! Tu es encore puissant, toi, comme lorsque j'étais petit! Oh, je t'en supplie, Père, que je t'admire encore! Je suis trop seul! Le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer! On est seul. Et le monde est nu. Et tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi! C'est ça, devenir un homme! Voir son père en face un jour! Antigone! Antigone! Au secours! Créon, il est parti comme un fou. Oui. Pauvre petit, il l'aime. Créon, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus rien. Il est parti, touché à mort. Nous sommes tous touchés à mort. Chef! Chef, ils envahissent le palais! Créon, je ne veux plus voir personne. Je ne veux plus entendre leurs cris. Tu as ma mort maintenant. C'est assez. Fais que je ne vois plus personne jusqu'à ce que ce soit fini. La garde aux portes, conduis le palais! Reste ici avec elle, toi! Alors c'est toi, Qui, moi? mon dernier visage d'homme. Faut croire. Que je te regarde. Ah, ça va! C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure. Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal. Tu n'étais pas obligé de me faire mal. Parce que j'avais l'air de vouloir me sauver. Ah, allez, ça va, hein. Pas d'histoire. Si ce n'était pas vous qui passait, c'était moi. Quel âge as-tu? 29 ans. Tu as des enfants. Oui, 2. Tu les aimes. Cela ne vous regarde pas. Il y a longtemps que vous êtes garde. Après la guerre, j'étais sergent. J'ai engagé. Faut être sergent pour être garde. En principe, oui. Sergent ou avoir suivi le peloton spécial. Devenu garde, le sergent perd son grade. Un exemple. Je croise une recrue de l'armée, elle peut ne pas me saluer. Ah oui. Oui. Remarquez que généralement elle le fait. La recrue sait que le garde est un gradé. Question solde, on a la solde ordinaire du garde. Comme ceux du peloton spécial.
Et pendant 6 mois, à titre de gratification, un rappel de supplément de la solde de sergent. Seulement comme garde, on a d'autres avantages. Hein. Logement, chauffage, allocation. Finalement, le garde marié avec 2 enfants, il arrive à se faire plus que le sergent de l'active. Ah oui. Ouais. C'est ce qui vous explique la rivalité qui existe entre le garde et le sergent. Vous avez peut-être pu remarquer que le sergent affecte de mépriser le garde. Leur grand argument, c'est l'avancement. D'un sens, c'est juste. L'avancement du garde est plus lent et plus difficile que dans l'armée. Mais vous ne devez pas oublier qu'un brigadier des gardes, c'est autre chose qu'un sergent-chef. Écoute, Oui, je vais mourir tout à l'heure. d'un autre côté, on a plus de considération pour le garde que le sergent de l'active. Le garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Je ne peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, j'ai jamais été blessé. Et d'un sens, ça m'a nui pour l'avancement. Hein. Comment vont-ils me faire mourir? Je sais pas. J'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante? Oui, d'abord. Oh, tombeau! Oh, lit nuptial! Oh, matelas souterraine! Aux cavernes de Toute Hadès! seule. Aux cavernes de Hadès! Aux portes de la ville! En plein soleil! Encore une drôle de corvée pour ceux qui seront de faction. Hein. Il avait d'abord été question d'y mettre l'armée. Nos dernières nouvelles, il paraît que c'est encore la garde qui fournira les piquets. Elle a bon dos, la garde. Hein. Étonnez-vous après qu'il existe une jalousie entre le garde et le sergent. 2 bêtes. Quoi de bête? 2 bêtes se serreraient l'une contre l'autre pour se faire chaud. Je suis toute seule. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent. Je peux appeler. Non. Je voudrais juste que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah ça non, hein. Pas d'histoire. Une lettre. Comme vous y allez, vous. Je risquerais gros, moi, ce petit jeu-là. Je te donnerai cet anneau si tu acceptes. C'est de l'or? Oui, c'est de l'or. Vous comprenez si on me fouille, moi. C'est le conseil de guerre, hein. Ça vous est égal à vous. Ce que je peux, si vous voulez, c'est écrire dans mon carnet ce que vous auriez voulu dire. Après, j'arracherai la page. De mon écriture, c'est pas pareil. Ton écriture. Oh, c'est trop laid tout cela. Tout est trop laid. Eh, dites, hein, si vous ne voulez pas. Non! Garde la bague. Et écris vite. J'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris. Mon chéri. C'est pour votre bon ami? Mon chéri. J'ai voulu mourir. Et toi, tu ne vas peut-être plus m'aimer. Mon chéri. J'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et Créon avait raison. C'est terrible. Maintenant, à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. Créon. J'ai peur. Créon avait raison. C'est terrible. Oh, Aimon. Notre petit garçon. Je comprends seulement maintenant comme il était si simple de vivre. Edith, comme vous y allez là, vous allez trop vite. Comment voulez-vous que j'écrive? Il faut le temps tout de même. Où en étais-tu? C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Je ne sais plus pourquoi je meurs. On ne sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Non! Raye tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne sache. Ce serait comme s'il devait me voir nue et me toucher quand je serais morte. Non. Écris seulement. Pardon. Alors, je raye la fin et je mets pardon à la place. Oui. Pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime.
sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est une drôle de lettre. C'est une drôle de lettre. Et c'est à qui qu'elle est adressée? Ah. Allez, allez! Pas d'histoire! Là, c'est fini pour Antigone. Le tour de Créon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. La reine! Où est la reine? Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon. Et lui qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres! Enlevez les pierres! Les esclaves se jettent sur les blocs entassés. Et parmi eux, le roi, suant, dont les mains saignent. Les pierres bougent enfin, et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendue au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges qui lui font comme un collier d'enfant. Et Aimon, à genoux, qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore, et Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre, au fond du trou. Il essaie de relever Aimon, il le supplie. Aimon ne l'entend pas. Puis soudain il se dresse, les yeux noirs. Et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père, sans rien dire. 1 minute. Et tout à coup, il lui crache au visage et tire son épée. Créon a bondi hors de portée. Alors Aimon le regarde avec ses yeux d'enfant, lourd de mépris. Et Créon ne peut pas éviter ce regard, comme la lame. Aimon regarde ce vieil homme tremblant, à l'autre bout de la caverne, sans rien dire. Il se plonge l'épée dans le ventre. Et il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre. Enfin, ils sont lavés maintenant, reposés. Ils sont seulement un peu pâles, si calmes.
Deux amants au lendemain de leur première nuit. Ils ont fini. Pas toi, Créon. Il te reste encore quelque chose à apprendre. Eurydice, la reine, ta femme. Une bonne femme. Parlons toujours de son jardin, de ses confitures, de ses tricots pour les pauvres, de ses éternels tricots pour les pauvres. C'est drôle. On dirait que les pauvres ont éternellement besoin de tricot. Ils n'ont besoin que de tricot. Les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver, Créon. En apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles, sagement, après avoir terminé son rang. Posément, comme tout ce qu'elle fait. Un peu plus tranquillement que d'habitude, peut-être. Puis elle est passée dans sa chambre à l'odeur de lavande, aux petits napperons brodés et au cadre de peluche. Et elle s'est coupé la gorge, Créon. Elle est étendue maintenant sur l'un des deux lits jumeaux démodés, à la même place où tu l'avais vue jeune fille un soir, et avec le même sourire, à peine un peu plus triste. Et s'il n'y avait cette large tache rouge sur les linges autour de son cou, on pourrait presque croire qu'elle dort. Elle aussi. C'est bien. Ils dorment tous maintenant. La journée a été rude. Ça doit être bon de dormir. Et tu es tout seul maintenant, Créon. Tout seul, oui. Écoute, petit. Monsieur? Je vais te dire à toi. Ils ne le savent pas, les autres. On est là, devant l'ouvrage. On ne peut pourtant pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne. Mais si on ne la fait pas, qui la fera? Je ne sais pas, monsieur. Bien sûr, tu ne sais pas. Tu as de la chance. Il faudrait ne jamais savoir. Il te tarde d'être grand, toi. Oh oui, monsieur. Tu es fou, petit. Il faudrait ne jamais devenir grand. Cinq heures. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures? Conseil, monsieur. Bien, si nous avons conseil, petit. Nous allons y aller. Et voilà. C'est vrai, sans la petite Antigone, ils auraient tous été bien tranquilles. Mais maintenant, c'est fini. Ils sont tout de même bien tranquilles. Ceux qui devaient mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose et puis ceux qui croyaient le contraire. Même ceux qui ne croyaient rien et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre. Morts pareils, tous. Bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore commencent tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. Maintenant, c'est fini. Antigone est calmée. Nous ne saurons jamais de quelle fièvre. Son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide, où Créon va commencer à attendre la mort.
Il ne reste que les gardes. Mais eux, tout ça, ça leur est égal. C'est pas leurs oignons. Ils continuent à jouer aux cartes.